Bonjour à toutes et tous. On va commencer déjà par nous présenter toutes les deux. Moi, je m'appelle Anne, je suis bénévole au sein de l'association Génération Panasiatique et je serai une des modératrices de cette table ronde. Et je suis avec Sindou, donc je suis aussi bénévole dans l'association Génération Panasiatique et je serai la deuxième modératrice de cette table ronde. Et pour commencer, on va peut-être vous présenter nos super intervenantes aujourd'hui qui interviennent pour parler justement de la question de la minorité modèle. Nous avons avec nous Yann, juste ici, qui est sociologue, dont les sujets de prédilection sont la mobilité et les mobilisations des communautés immigrées et issues de l'immigration d'origine asiatique. Et tu croises la sociologie du travail, de l'immigration et des mouvements sociaux. Et tu es aussi autrice du livre Une minorité modèle, chinois de France et racisme anti-asiatique, qui a été publié en 2021. À sa droite, nous avons Jouy Bourguin, qui est militante antiraciste et féministe panasiatique. Tes actions portent notamment sur la lutte contre le racisme envers les Asiatiques et aussi contre l'adoption internationale. Et tu es autrice du livre qui s'appelle L'adoption internationale, mythes et réalités. Et notre troisième panéliste est Subhatra Dhanasegaran, professeure agrégée de philosophie et doctorante en philosophie du langage et politique à Paris 1. Tu es aussi militante féministe et également illustratrice. Vous pouvez retrouver Subhatra sur Instagram. Et ton compte, c'est Le Monde de Soubi. Du coup, notre table ronde porte sur le sujet de la minorité modèle. On souhaite se questionner justement sur les implications, qu'elles soient psychologiques et sociologiques, de ce concept-là sur les communautés asiatiques, aussi variées qu'elles soient. Et c'était important aussi de nous poser la question, dans une seconde partie, de justement cette position sociale spécifique qu'on a, nous, communautés asiatiques, quel rôle ça nous donne dans la lutte antiraciste en France aujourd'hui, et d'aller questionner avec vous et avec les intervenantes ces questions-là. Je voulais commencer, Yann, ce sera pour toi. Du coup, tu es spécialiste et sociologue du concept de la minorité modèle, et je voulais savoir si c'était possible que tu nous définisses un peu tout ça, quelles sont les situations. Bonjour à tous. Effectivement, j'avais publié un livre en 2021 avec le titre Une minorité modèle, mais avec un point d'interrogation. Voilà. L'idée, c'est pas d'enfermer les populations chinoises ou asiatiques dans la catégorie, mais plutôt d'interroger en quoi cette représentation de populations asiatiques ont des effets paradoxaux sur le racisme, sur les expériences de racisme et les mobilisations. Donc je vais essayer d'apporter ce thème de manière assez brève. En fait, ce vocabulaire, la minorité modèle, est loin d'être un concept sociologique très strictement défini. Et là, une origine impliquée dans l'histoire de la société américaine, qui connaissent une histoire d'installation très très longtemps de population immigrée asiatique. Donc en fait la première fois que ce concept a été mobilisé aux États-Unis, ça a été lié à un article paru en 1966 par le sociologue américain William Patterson, qui n'est pas asiatique, qui est un homme blanc, sociologue bien établi à l'université de Columbia, si je ne me suis pas trompée. Donc en gros, il a publié un article sur New York Times. Donc encore une fois, du coup, c'est pas une revue sociologique rigoureuse avec le système d'examination entre pairs. C'est comme une tribune. Donc c'est un article intitulé Japanese American Success Story. The Success Story, une success story Japanese American Style. Donc dans cet article, il a fait un éloge sur les expériences des citoyens américains d'origine japonaise. Et en gros, il dit que aujourd'hui, si on regarde dans la société américaine, même si c'est une population qui a été extrêmement discriminée dans l'histoire américaine avant la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, ils ont fait preuve d'une insertion professionnelle et mobilité sociale incroyable. Donc c'est une population qui est encore plus respectable que non seulement plus respectable que les autres populations immigrées,
mais aussi même par rapport à les blancs, les citoyens blancs. Il faudrait aussi, tout le monde doit respecter, admirer et prendre modèle l'esprit du travail des citoyens américains d'origine japonaise. Voilà. Donc après la publication de cet article, dans un espace de 5 à 10 ans, il y a encore d'autres articles un peu comme ça qui ont adopté des discours similaires sur l'expérience des communautés japonaises, mais aussi des chinoises. Du coup, petit à petit, ce concept minorité modèle devient très circulé dans la société, dans la presse américaine, mais dans les médias pour parler, pour distinguer les Asiatiques que d'autres communautés. Bon, s'il s'agit plutôt d'une... Mais bon, j'ai peur d'aller trop long. Mais ici, je voulais juste, entre parenthèses, bien sûr, s'il a un discours complètement culturaliste et socialiste, ainsi que tous les Japonais aux États-Unis sont nés avec un esprit acharné du travail, en fait, c'est loin d'être la réalité, c'est loin d'être ça. Parce que, évidemment, avant la Deuxième Guerre mondiale, les populations japonaises sont très exclues, et les immigrés japonais aux États-Unis sont majoritairement des populations d'origine ouvrière. Mais en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, dans une histoire de la guerre froide, les États-Unis ont changé leur politique d'immigration et ont accueilli à grande échelle des immigrés étudiants venant du Japon, mais aussi d'autres pays de l'Asie de l'Est. Donc effectivement, cette population qui sont arrivées aux États-Unis avait un capital culturel beaucoup plus élevé que les travailleurs immigrés. Donc, évidemment, du coup, leurs descendants peuvent aussi grimper beaucoup plus facilement à l'échelle sociale, de s'adapter mieux au système scolaire et finalement devient beaucoup plus établi professionnellement. Donc c'est loin d'être un mythe ou un amour du travail ou un trait culturel inné. Et le résultat, c'est que du coup, dans les années 2000, cet phénomène de mobilité sociale a été éprouvé et invité les sociologues américains pour définir, de voir la société américaine non comme un espace de contraste entre le groupe blanc et noir, mais dans une hiérarchie ethno-raciale de 3 parties. Donc il y avait un article sorti dans les années 2004 intitulé From biracial to triracial. Donc l'idée c'est de montrer que la société américaine n'a pas été simplement constituée par 2 groupes, les blancs et les noirs issus de l'héritage de l'esclavage, etc. Mais ce sociologue, Boniasiva, en croisant les résultats de différentes grandes enquêtes, réussit à montrer que entre les autochtones et les populations noires qui se situent dans les places les plus dominées dans la société américaine, on peut observer que les populations d'origine l'Asie de l'Est aux États-Unis, effectivement, ils ont une mobilité sociale importante, et que du coup, il a appelé ce groupe honorary white, du coup les blancs honoraires. Donc il considère en fait il faudrait nuancer un peu plus le regard sur la hiérarchie ethno-raciale. Bon, je vais rapidement parler en France. Donc on voit donc ce concept de minorité modèle. À la fois il y a le côté mythe, il y a le côté projection. On essaie de réifier à partir de réalité sociale, mais effectivement il y a aussi une réalité sociale objectivée. Alors que en France, pour des raisons statistiques, en France, effectivement, en fait, les enquêtes un peu plus récentes ont réussi à montrer une réalité un peu similaire de hiérarchie raciale, inégalité un peu similaire que ce qui a été observé aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, pendant quelques années, et à l'INED a sorti 2 grandes enquêtes trajectoire et d'origine.
Dans ces enquêtes volume 1 et volume 2 qui ont été réalisées, notamment dans ces différentes enquêtes, ce qui a été montré sur les populations asiatiques et d'origine asiatique de l'Est, on peut relever deux résultats importants. Premier, c'est qu'en termes d'expérience de racisme et discrimination, on fait je commence par le côté minimum. Le premier, c'est qu'effectivement, on observe aussi pour les descendants d'immigrés d'origine asiatique, d'origine chinoise et l'Asie Sud-Est, on peut observer une réussite scolaire, même le salaire, une mobilité sociale importante en termes de réussite scolaire et de salaire. Il y avait un article sorti en 2024 qui ont prouvé que les descendants d'immigrés asiatiques, en termes de salaire, ils ont eu meilleur salaire par rapport à d'autres immigrés, par rapport au groupe d'origine d'autres immigrés. Et l'écart est plus important chez les femmes que chez les hommes. Donc, je pourrais vous donner l'article un peu plus tard. Deuxième résultat intéressant, c'est que dans des grandes enquêtes, la première article, on fait les données, oui, c'est une donnée qui ont croisé plusieurs enquêtes entre 2008 jusqu'au 2020. Donc c'est vraiment une étude longitudinale, très longue. Et deuxième enquête, selon l'enquête Théo 1 et Théo 2, on a remarqué que les descendants asiatiques ont tendance à déclarer plus souvent de l'expérience d'être victimes de violences racistes. Mais effectivement, en termes de discrimination, ils ont beaucoup moins d'expérience de discrimination en termes de l'accès au emploi, l'accès au logement. Ils passent beaucoup moins de temps à trouver un travail stable après leur dernier degré. Donc, ici, du coup, je pense que ce deuxième résultat nous ramène aussi à réfléchir sur les différences entre ce qui a été défini comme violence raciste et les facteurs de discrimination. Et je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on va continuer à creuser sur ce sujet. Est-ce que je peux... bonjour, merci déjà d'être venu. J'aimerais bien rajouter quelques éléments, notamment un élément terminologique, le fait de... Parce que là, on parle d'asiatique, juste pour poser les bases, parce qu'il y a asiatique aussi au sens géographique du terme, et il y a pour moi le terme asiaticité, et je me définis comme tel au sens racial, c'est-à-dire étiqueté comme asiatique, c'est-à-dire perçu dans l'inconscient collectif comme étant asiatique en fonction d'un certain type, notamment la forme des yeux, le visage, etc. Donc ça c'est une première chose. Par rapport à la minorité modèle, je voulais juste revenir sur, tu as parlé de l'article de William Peterson de 1966. Il faut recontextualiser cet article dans le mouvement social le mouvement social des droits civiques aux États-Unis, parce que en fait pour moi le mythe de la minorité modèle, il va de pair avec le mythe, on va dire aussi, des minorités dites à problème. En fait, et c'est fondamental, et ça on pourra en parler aussi, pour se situer aussi dans la hiérarchie raciale, nous en tant que personnes asiatiques, et en l'occurrence asiatiquées parce que ça touche, j'ai l'impression, majoritairement les personnes asiatiquées, ce mythe, mais on pourra en reparler aussi justement pour les personnes sud-a. Et je ne suis pas légitime là mais en tout cas je parle de mon point de vue situé. Et du coup, c'est un mythe qui a été créé pour dévaloriser, pour stigmatiser encore plus les minorités, notamment les minorités noires américaines, et dans leurs revendications de droits, pour casser le mouvement social en fait. Donc c'est vraiment le but, et ça c'est hyper important de le rappeler, qu'en fait ce mythe, il ne va de pair avec la stigmatisation, c'est un outil raciste, non seulement pour les personnes asiatiques, puisqu'on l'intériorise aussi, ce mythe. Donc il est raciste non seulement à notre égard, mais il est raciste avant tout. C'est une arme raciste qui est négrophobe, islamophobe et qui est homophobe également, puisque ça on en parle un peu moins, mais ça existe et c'est réel aussi, ce racisme, il est très prégnant en France. Donc je pense que c'est important, et ça on pourra en reparler justement, de où est notre place dans la hiérarchie sociale, cette blanchité honoraire aussi, on pourra en reparler. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, mais voilà. Merci. Très bien, merci. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment Yann, tu parlais justement de l'effet paradoxal
du livre de la minorité modèle. Je sais que papa, tu es spécialiste du langage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, justement, cette paradoxalité, même dans le terme de minorité modèle? Donc oui, effectivement, moi je travaille sur le langage. Je rappelle juste mes sujets pour contextualiser. Moi je travaille sur la question du bilinguisme et mon autre sujet de recherche, ce sont les transclasses. On en reparlera peut-être à la fin, mais il y a un article en particulier sur lequel j'ai travaillé, c'est vraiment transclasse, immigration et langue, donc tout ce qui concerne l'identité à propos de ces trois choses-là. Oui, minorité modèle, comme tu le disais, c'est un appareil hégémonique, c'est-à-dire qu'on l'utilise vraiment comme un outil de pouvoir. Et ce que je trouve intéressant dans minorité modèle, c'est que c'est très paradoxal déjà, rien que cette association de termes. En tant que minorité, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une majorité et il y a une minorité, donc un petit nombre. Et en même temps, le modèle, c'est quelque chose qui est de l'ordre du dominant. Quelque chose dans lequel il faut entrer, un moule, quoi, parce que ça vient de là, étymologiquement. Le modèle, c'est quelque chose auquel on se réfère. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, je le rejoins, la minorité modèle, il y a quelque chose de paradoxal parce qu'on est vraiment dans l'idée que même si un certain nombre de gens qui sont en petit nombre et qui ne devraient pas y arriver, etc., y arrivent et réussissent à rejoindre un certain imaginaire de la majorité, ça veut dire que les autres minorités devraient y arriver tout autant. Donc c'est complètement instrumentalisé. Et la question de la minorité modèle, elle se pose aussi parce que ça veut dire que soi-même aussi, si on s'identifie à la minorité modèle, il faut qu'on se demande de quel type de minorité on parle. Et c'est là que c'est entièrement paradoxal de se dire, voilà, c'est minoritaire et en même temps majoritaire. Il y a une question à laquelle j'ai pensé ce matin quand je relisais un peu la trame, etc. C'est que cette idée de minorité modèle, peut-être qu'il faudra aussi, je la pose comme ça, je n'ai pas de réponse, mais je me pose la question, c'est de savoir si nous, en tant qu'asiatiques, pour l'instant je ne distingue pas d'asiatiques comme ça, si on a cette tendance à croire à cette illusion-là, ou en tout cas à l'entretenir, à s'y accrocher ou à la rejeter, il faut peut-être aussi se poser la question de pourquoi ce sont ces minorités-là et pourquoi, en tant que minorité asiatique, on peut réagir de la façon dont on réagit. Et je le situe dans un contexte plus général. Est-ce qu'en tant que minorité asiatique, est-ce qu'on ne vient pas soi-même de communautés qui elles-mêmes au départ viennent d'endroits qui sont elles-mêmes minoritaires, de communautés qui pourraient être minoritaires? Je pense à un truc très simple, mais par exemple pour la communauté tamouls en France qui serait issue du Sri Lanka, c'est beaucoup des gens qui sont des réfugiés politiques à cause du génocide. Et en fait, dans ce contexte-là, quand soi-même on est issu d'une communauté qui elle-même est menacée, il y a cette idée évidemment qu'en tant que minorité, il va falloir se faire tout petit parce que sans doute qu'on trimballe en fait un certain nombre de traumas d'être éteints. Et donc, moi par exemple, je suis d'origine tamoule, enfin de culture tamoule, moi je me définis comme de culture tamoule, franco-tamoule. Et mes parents, mon père venait de Pondichéry, donc il y a toute une histoire de la colonisation avec la France, etc. Est-ce que par rapport à cette histoire-là, moi en venant ici, enfin avec mes parents qui venaient ici, est-ce que cette minorité-là, toute l'Inde a été colonisée majoritairement par la Grande-Bretagne, mais Pondichéry c'est tout petit. Donc en fait, rien qu'en Inde, la communauté tamoule de Pondichéry, qui a un lien avec la France et du coup qui vit en France, elle-même elle est minoritaire, par exemple. Et du coup, je me posais la question, est-ce que dans l'histoire avec la Chine, avec le Vietnam, avec d'autres pays, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Je pose la question, hein, je n'ai pas la réponse, mais c'était intéressant de se dire, peut-être que cette idée de de coller à cette idée de modèle, ou en tout cas de ne pas faire de bruit, etc., ça peut être lié à quelque chose qu'on trimballe depuis très longtemps, comme, ne devons pas trop... on doit lutter pour exister, et peut-être que c'est des choses qu'il faut qu'on remette en question parce que on a fui un pays, par exemple, de génocide, et quand on arrive dans ce pays-là, est-ce que il n'y a pas tous ces traumas-là qui infusent en nous? Je suis désolée. J'ai l'impression de sortir de la trame, là, de faire un virage. Mais juste, oui, parce que ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, pour avoir travaillé sur les mythes aussi dans mon essai, c'est que ce qui ressort à travers vos interventions aussi, c'est qu'à travers le mythe, il y a toujours une part de réalité. Donc ça, c'est pas juste de la fiction. Le problème, c'est quand la fiction prend le pas sur la réalité et qu'on ne pense qu'à ça, et que du coup, oui, cette minorité modèle, c'est une essentialisation d'un groupe
de personnes, de communautés de personnes. Et du coup aussi pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que quelle que soit l'origine et le pays d'où l'on vient, quand on est immigré de première génération, on baisse, comme on dit, on baisse les chines, quoi. On se fait discret, etc. Tu vois. Donc je pense que oui, il y a une réflexion à avoir dessus, mais il y a ce truc de oui, il faut pas faire de vagues, il faut s'intégrer. Peut-être qu'il y a d'autres couches qui se rajoutent quand on est de culture asiatique, des choses au niveau familial qui se jouent, etc. On ne doit pas se faire remarquer dans la société qui, entre guillemets, nous a acceptés. Donc il y a tout ça aussi, et c'est pour ça que c'est très bien aussi quand on est maintenant issu de... Moi je suis adoptée, donc c'est un cas particulier, mais vous qui êtes issus de deuxième, troisième génération ou plus, enfin, donc ça peut aussi créer des conflits intergénérationnels, je pense, mais du coup voilà, je pense qu'il y a aussi les politiques assimilationnistes en France et universalistes qui jouent dans l'intégration, donc c'est là aussi où on voit que c'est l'effet lasagne, quoi. Il y a plusieurs couches qui se jouent à ce niveau-là, quoi. Je disais ça aussi parce qu'on y reviendra à la fin, mais dans cette question de la hiérarchie raciale et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des différences dans les traitements, dans la façon dont on se positionne, je m'interrogeais là-dessus parce que par exemple l'histoire coloniale que peut avoir la France avec des pays d'Afrique ou le Maghreb, et aussi du coup du nombre de personnes par exemple qui sont en France issues de ces histoires-là, nous on peut avoir l'impression en tant qu'Asiatiques d'être moins nombreux, ne serait-ce qu'en termes de population. Et du coup, je me demande, est-ce que du coup, comme on est déjà moins nombreux et que du coup, on est plus petit, on est moins visible, etc., est-ce que ça ne freine pas les luttes, si ça ne freine pas les associations qu'on peut avoir les uns avec les autres, parce qu'on aurait l'illusion que c'est moins violent. Voilà. Ah oui, mais on peut tout à fait en discuter, c'est juste que j'y ai pensé ce matin, c'est pas une réflexion ultra poussée, hein, c'était juste que je me la suis posée. Et donc voilà, mais bon, on a encore plein de choses à voir. Je rebondis un petit peu, merci pour vos interventions. On parle du coup pas mal des impacts de cette minorité-là, mais est-ce que vous pourriez peut-être détailler un peu plus quels sont les impacts psychosociaux en fait, de la minorité moderne? Et justement, ce que disait Louis, est-ce qu'il y a des différences en fonction des différentes communautés asiatiques en fait, qui existent? Est-ce qu'on se posait la question chez Génération Panasiatique, qu'on trouvait des liens entre, on va dire, l'image de la communauté, de la minorité modèle sud-est et est-asiatique. Et en fait, est-ce que, déjà, quels sont les impacts psychosociaux? Est-ce que vous pouvez en lister quelques-uns? Et est-ce que, justement, vous pouvez parler un peu plus à votre niveau, à vous, ou de manière systémique, si vous le voulez, est-ce qu'il y a des différences, en fait? Parce qu'on essaie de créer quelque chose de très uniforme, ce qui n'est pas le cas. Et au-delà de Sud-A et Est-A, tu t'as très bien dit, il y a en fonction de... si c'est la première génération, si c'est la deuxième génération, ça va être très différent. Si t'es un homme ou une femme, en fait, j'ai l'impression qu'on subit le fait d'être minorité modèle de façon diverse. Et donc du coup, je pense que c'est aussi important de rappeler ça. C'est que, comme tu l'as dit, Anan, c'est que c'est pas homogène. Du coup, on vous pose des questions. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus détailler ces aspects et diversité en fait, que vous voyez vis-à-vis de ce sujet? Juste commencer. De développer un peu sur justement les psychosociaux. Mais effectivement, bon, je vais revenir sur mon rôle de sociologue chiant pour dire qui parlait de mais effectivement, aux États-Unis, du coup, à partir des années 2000, déjà quand les livres sur minorité modèle, quand ça commence à multiplier, un autre champ des études de psychologie sociale commence aussi à s'adresser sur ces questions. Et ceux qui ont poussé à étudier ça, c'est parce qu'en fait, il y a aussi énormément de descendants asiatiques qui souffrent de ce stéréotype. Julie a parlé de ce rapport entre mythe et réalité. À quel point, pourquoi un mythe imposant par le regard dominant permet de reproduire la réalité? C'est parce que nous, en tant que personnes dominées, du coup, on a aussi tendance à intérioriser le regard, le discours dominant sur ce que nous sommes censés être. Voilà, c'est pareil pour les femmes, c'est pareil dans d'autres cas. Mais dans le cas de minorité modèle, en fait, modèle selon le discours dominant. Du coup, aux États-Unis, là, l'exemple de Japanese Americans, ce sont des gens qui ont réalisé le rêve américain. Et en France, en fait, du coup, Nicolas Sarkozy il a aussi fait éloge de communautés sud-est asiatiques comme
le modèle de l'intégration républicaine dans son discours de 2010 de l'Union chinoise. Et en fait, sur le terrain, on peut rencontrer énormément de premières générations qui se fièrent de cette image comme quelqu'un qui travaille dur, qui accepte de l'exploitation afin de réaliser une ascension sociale. Du coup, en fait, c'est tout le mythe, ils ont leur effet de projection, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent pas se comporter comme ça. Et donc en France, comme aux États-Unis, en fait, pour des personnes qui ont été catégorisées dans cette étiquette de minorité modèle, finalement, ça produit aussi beaucoup plus de souffrance psychologique sur la performance scolaire et y compris sur la façon dont les parents ont tendance à les renvoyer à certaines catégories professionnelles, à limiter leur développement. Du coup, aujourd'hui, donc, si on regarde les médias, les talk shows, j'ai remarqué que en fait, les conflits au sein de familles, c'est un des sujets le plus souvent parlé dans tous ces talk shows pour parler de le fait qu'on ne peut pas être soi-même, on n'encourage pas soi-même de développer sa individualité, mais surtout d'essayer de réifier dans certains modèles sociaux d'attention. Il y a sans doute aussi des conséquences plus importantes dans les mobilisations. Et du coup, ça empêche aussi le développement d'un discours antiraciste de se reconnaître comme victime systématique d'idéologie raciste. Ça, c'est une autre conséquence extrêmement importante. Est-ce que vous voulez... Oui, on en parlait un petit peu, mais je trouvais ça intéressant. C'est vrai que ce que tu dis, il y a beaucoup ces discours-là de on ne peut pas être qui on veut vraiment parce que on a intériorisé l'illusion d'une forme de méritocratie, parce que c'est un petit peu ce qui se cache derrière, et ce qui est assigné en tout cas aux communautés asiatiques qui du coup s'assimilent parfaitement soi-disant, qui accomplissent beaucoup professionnellement. Enfin, il faudra interroger tout le concept de réussite, etc. Mais bon, voilà, c'est ça qui est assimilé, c'est ce qui est intériorisé, et du coup ça crée, enfin, ça a l'air un peu bête à dire comme ça, mais ça crée des individus tristes, moi je trouve. Ça crée des individus qui sont pas complètement raccord en fait avec leur désir, avec leur vitalité. Et je trouve que c'est pas je trouve, c'est un fait, le fait de ne pas ressentir suffisamment de joie à propos de soi-même, de vitalité à propos de soi-même, et d'être perdu dans ses désirs, alors que c'est vraiment ce qui permet l'élan vital, ça amoindrit forcément l'empathie pour les autres. C'est-à-dire que si nous on n'est pas bien en fait sur notre chemin ou dans nos désirs, etc., ça implique tout, hein, le corps, l'esprit, tout. C'est très difficile en fait de se connecter à la douleur d'autres communautés, parce que déjà soi on souffre énormément, et quand il n'y a pas de joie, on a très peu d'énergie pour la résistance, parce qu'on est déjà en besoin d'être secouru. Donc voilà, ça paraît bête, mais la tristesse individuelle, elle fait le jeu de l'oppression. Donc c'est pour ça aussi sans doute que les paroles se libèrent là-dessus, sur les reconversions professionnelles, et que souvent d'ailleurs dans les communautés sud-asiatiques, c'est un constat que je fais empirique, donc peut-être que vous pourrez confirmer ou pas, mais quand on vient de ces familles-là et qu'on ne fait pas le métier que voudraient nos parents ou que font les cousins, et qu'on sort un chouïa de ce que font les autres, des fois ça peut paraître ridicule, c'est-à-dire tout le monde, je sais pas, est ingénieur et vous allez être prof, ou vous allez être danseur, ou enfin déjà danseur, je trouve que c'est un super écart dans nos communautés. On va passer pour des gros aliens, alors qu'en réalité
ça a pas l'air d'être un écart monstrueux, et en fait on le vit de manière terrible. Donc il y a une espèce d'enfermement comme ça qui enferme le corps, la tête, et qui génère une tristesse de laquelle il faut s'occuper, parce qu'elle empêche en réalité aussi l'empathie collective et la résistance générale. Les injustices sociales qu'on vit, et que par exemple les personnes asiatiques précaires sont invisibilisées notamment par ce modèle-là. Et je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu là-dessus, sur... je sais pas, bon, ou pas. Je ne sais pas si je vais totalement rebondir sur l'idée, mais ce que tu abordes, c'est l'hétérogénéité en fait des communautés asiatiques, et le fait que notamment au niveau social, on ne soit pas tous... Parce que dans le mythe de la minorité modèle, il y a cette idée d'être bien intégré d'un point de vue économique et social, de réussir socialement. Qu'est-ce que ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, avoir un métier qui paye bien, etc., et reconnu socialement, bon, bref. Alors qu'en effet, dans les communautés asiatiques, il y a des personnes ultra précaires. Donc on n'est pas du tout homogène, donc il y a ça, et je pense que le mythe, l'intériorisation du mythe de la minorité modèle fait qu'on va être silencié. C'est un dispositif de silenciation qui fait qu'on ne va pas forcément oser se plaindre, voilà. Mais il y a aussi, moi je pense, et c'est mon hypothèse, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que la proximité à la blanchité fait que dans la hiérarchie, la proximité qu'on a à la blanchité dans la hiérarchie raciale fait qu'on va se sentir plus proche des blancs, et donc on ne va pas se solidariser avec, pour revenir sur ce concept de minorité dite à problème, enfin construite comme à problème par les blancs. Cette blanchité, elle est honoraire. Donc pour revenir sur le concept de blanchité honoraire, c'est une notion juridique qui a été utilisée durant l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est un concept colonial en fait, et qui octroie des droits, certains droits à accéder à des espaces normalement réservés aux blancs, à des personnes racisées. Donc je pense qu'en tant que personne, donc je vais encore parler de mon point de vue situé en tant que personne asiatique, je bénéficie, et en tant que personne adoptée aussi, parce que je bénéficie de la blanchité honoraire, j'ai pu accéder à des espaces blancs, j'étais enseignante, voilà, donc dans mes études, j'étais la minorité, entre guillemets, vraiment au niveau quantitatif du terme. Donc oui, il y a de ça, le fait que on arrive dans ces espaces, du coup on a l'impression d'en faire partie, or elle est honoraire, c'est-à-dire pour moi qu'elle est sous condition. Dès qu'on va sortir du cadre, on se fera éjecter en fait. Mais on a l'impression que ça y est, on est à la table des grands, de ceux qui ont le pouvoir, et donc on ne voit pas pourquoi on irait se solidariser avec des luttes qui pourraient nous faire perdre en fait des privilèges et des avantages. Donc en fait, tout est une question d'intérêt. C'est pas juste d'empathie, parce que l'empathie est aussi politique. Hein. Donc on n'est pas empathique avec tout le monde, ça se construit politiquement. Et on va être empathique avec les dominants parce qu'on a intériorisé aussi les normes de l'idéologie dominante. Donc ce qui fait qu'on a peur peut-être aussi de perdre nos privilèges en se solidarisant de lutte de ces minorités qui sont stigmatisées, plus stigmatisées que nous. Ensuite, il y a une deuxième chose dans la minorité modèle, je pense qu'aussi, plus on a une peau mélaninée, et moins on est impacté par la minorité modèle. Plus on est exclu en fait de cette minorité modèle. Donc ça aussi, ça se joue, le colorisme, au niveau des communautés asiatiques. Du coup, avant de vous laisser la parole, on va aborder un sujet qui est la disparité en fait de cette idée de minorité modèle dans l'ensemble des communautés asiatiques. Donc, qui voudrait commencer? Oui, on revient dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'une des thématiques aussi de cette table ronde, c'est entre la minorité modèle qui se veut un appareil hégémonique, en réalité il y a de l'hétérogénéité, de parler un petit peu concrètement de cette hétérogénéité, et en particulier dans ce panasiatisme, moi je suis sud-asiatique, c'est pas votre cas, et on voulait un petit peu s'interroger sur qu'est-ce qu'on subit de commun, qu'est-ce qu'on subit de pas commun, et d'où ça peut venir, et comment est-ce qu'on peut l'expliquer, comment on peut y réfléchir. Et l'idée, voilà, c'était de savoir s'il y avait des choses spécifiques. Et comme tu le disais, il y a cette idée de blanchité ou pas qui fait que ça génère un certain nombre, ça génère une hiérarchie en réalité.
Et ce qu'on peut avoir de commun, j'ai l'impression, c'est ces clichés, ou en tout cas ces préjugés d'une communauté qui serait docile, qui serait très sérieuse, qui serait très travailleuse, qui serait dans une forme d'excellence à l'école, ou en tout cas ce genre de choses-là, fiable, enfin tout ce que vous voulez, de très positif, des a priori très positifs. Et en même temps, dans la communauté sud-asiatique, du fait du colorisme et du fait qu'on est plus loin de la blanchité, on peut subir ce que peuvent subir certaines communautés noires, par exemple. De ne pas mettre notre photo sur le CV parce qu'on serait, comme on dit, dark skin, donc très très foncé, ou de ne pas vouloir, enfin c'est bête hein, de se blanchir la peau, de ce genre de choses-là. Donc ça c'est des choses qu'on peut avoir de différents, mais voilà, on voulait un peu échanger quand même à propos de ça, aussi pour en discuter ensemble. Parce que ces similarités et ces disparités, elles montrent justement qu'il y a une hétérogénéité qui est niée parfois. Et ce qu'on disait aussi, c'est que nous, en tant que Sud-Asiatiques, on n'est pas d'office assimilés à des Asiatiques. C'est que souvent, on est dans un truc un peu entre deux. Je disais pour rigoler qu'on a des traits des fois qui font que si on nous coloriait en blanc, on pourrait passer pour des caucasiens, mais en fait, en réalité, on est mélaniné, donc on n'a pas en fait ces privilèges-là du tout. Et en même temps, on a un petit peu se laisser passer, de se dire bon, c'est un peu des asiatiques parce que ce ne sont pas des noirs, ce ne sont pas des arabes, ce ne sont pas tout à fait voilà, des est-asiatiques. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en attendant, voilà, on peut subir des discriminations qui sont non pas les mêmes que les communautés noires, parce que ce ne sont pas les mêmes, et c'est ça qui est intéressant, mais quelque chose qui a des points communs, en tout cas. Oui. Moi, je voudrais rajouter, oui, sur ce point-là, que justement, quand on parle de racisme anti-asiatique en France, le problème, c'est que, surtout là, quand il y a des documentaires, quand il y a des livres, etc., ça exclut complètement les communautés sud-asiatiques. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Et c'est là où aussi on voit la proximité à la blanchité. Alors, la blanchité, c'est pas juste du point de vue phénotype, hein. C'est aussi, la blanchité, c'est un concept sociologique de conditions socio-raciales, position de pouvoir, etc. Donc c'est pas lié que à ça, mais c'est un des traits de la blanchité, le fait quand même d'être mélaniné ou pas, qui fait que voilà, il y a tout ce qui est colorisme, racisme intracommunautaire asiatique aussi, entre les communautés est, sud-est asiatiques et les communautés sud-asiatiques. Et le fait que, oui, en France, notamment quand on parle de asiatique, soyons francs, qui pense à une personne sud-asiatique quand on dit asiatique? Levez la main pour voir, mais ok, bon, vous êtes très peu. Vous êtes très peu parce que, voilà, c'est un vrai problème. On ne parle pas des communautés sud-asiatiques quand on parle de racisme anti-asiatique. Et donc ça montre que les rapports de pouvoir, même si on est dans une minorité en tant qu'asiatique-té, les rapports de pouvoir sont en notre faveur, en fait. Et ça montre quand même, comme on disait, cette proximité à la blanchité, etc. Et que, voilà. Donc moi, je pense que déjà, le panasiatisme, c'est une finalité, c'est pas un point de départ. C'est ce qu'on avait... Enfin, juste si je peux faire un petit point vite fait sur... parce que Gaëtan a parlé... de ce qui est tout à l'heure l'introduction de Génération Panasiatique, on a évoqué ça tout à l'heure vite fait ensemble aussi, qu'avant ça il y a eu, j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif PAF pour Panasia féministe. On a tenté de mettre en place un collectif panasiatique et féministe, bon voilà, c'est tombé à l'eau, grosse déception, parce que justement en raison notamment de rapports de pouvoir, de domination au sein du collectif, des questions de racisme, etc. Et pourtant on avait essayé de bien cadrer, etc. Mais comme quoi c'est pas gagné d'avance et c'est pas grave. C'est pas grave, on a tenté et puis c'est super qu'il y ait d'autres initiatives qui s'emparent aussi de cette idée de tenter à nouveau d'unifier, enfin du moins de se coordonner, même si moi cette expérience elle m'a rendu un petit peu pessimiste au niveau de l'organisation panasiatique, mais je pense que la priorité, mais ça ce n'est que mon point de vue, je pense qu'il faut avant tout favoriser l'autonomie des luttes. Autonomie, c'est-à-dire lutter en fonction de nos communautés,
Déjà parce qu'il peut y avoir aussi de l'hétérogénéité entre nous au sein même des communautés Est, Sud-Est asiatiques, donc c'est déjà un point. Et puis ensuite s'allier sur des luttes, en fait, de manière ponctuelle, s'allier, converger, faire converger les luttes, quoi. Mais voilà, je te laisse la parole, si tu veux. Ok, on a parlé beaucoup d'hétérogénéité et peut-être je pourrais parler un peu de homogénéité ou bien de situations similaires aussi parce qu'en fait, mon travail de sociologue, mon angle terrain était principalement sur les primo-arrivants. Et récemment, je me suis rendu compte que pour la première génération, pour les travailleurs chinois et sud-est asiatiques, parce que l'année dernière, j'avais passé quelques mois à la CONEF pour faire beaucoup de questionnaires auprès des habitants d'origine chinoise là-bas. Et il se trouve qu'à la CONEF, il y a aussi une communauté très importante de l'Asie du Sud, dont Tamoul, Bangladesh, pakistanais, beaucoup indiens aussi. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, ces communautés-là, ces populations-là ont aussi partagé beaucoup de structures communes qui pourraient invisibiliser leur précarité et l'exploitation interne. Parce que premièrement, ce sont des populations qui ont une maîtrise de français beaucoup plus faible. Et deuxièmement, il existe aussi la structure d'entrepreneuriat ethnique très importante parmi ces populations. Et le résultat, c'est que le fait que, premièrement, c'est des populations précaires qui ont besoin de travailler, mais deuxièmement, la faiblesse de langue tend aussi à le cantonner, à rester dans la structure interne, la structure économique communautaire. Et troisièmement, d'autant plus, du coup, le discours qu'on est asiatique, on travaille beaucoup, du coup, ça a tendance aussi à favoriser l'exploitation communautaire, en fait, sous prétexte de, voilà, on est asiatique, on est acharné. Du coup, c'est un problème qui mérite beaucoup plus d'intervention et de prise de conscience. Et sur ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui rejoignent et qui permet aussi à créer des actions communes, même parmi toutes ces populations qui ne communiquent pas forcément facilement sur la même langue. Merci beaucoup pour la partie disparité et similarité. Du coup, la question que je vais me poser, on s'est rendu compte du coup qu'un des points communs, c'est qu'on était considérés comme des travailleurs et qu'on était des communautés qui étaient considérées comme dociles. Du coup, c'est quoi le lien qu'on a vis-à-vis de notre engagement, vis-à-vis des luttes et des combats? Est-ce qu'il y a un impact, du coup, sur l'engagement des communautés asiatiques? Donc, est-ce qu'une d'entre vous... La question, c'est l'impact de la minorité modèle sur nos engagements collectifs. Sur nos engagements collectifs, exactement. Est-ce qu'on a les moyens pour s'organiser de façon interne, pour pouvoir mener des combats engagés, par exemple pour la justice sociale ou... Je veux bien... moi je vais revenir encore, vous allez dire que je radote, mais sur cette position dans la hiérarchie raciale, le fait qu'on soit proche de la blanchité fait que, en général, les mouvements, en tout cas en France, et Yann, tu les as étudiés aussi, les mouvements qu'il y a eu suite à la mort de Zheng Shaolin en 2016. Donc Zheng Shaolin, c'était un couturier chinois qui a été tué accidentellement lors d'un vol à Aubervilliers en 2016, en août 2016. Et suite à ça, il y a eu un gros mouvement, des manifestations de personnes asiatiquetées, majoritairement chinoises, je pense, et qui se sont mobilisées pour demander plus de sécurité.
en manifestant avec les drapeaux bleu, blanc, rouge. Voilà, donc c'est un peu l'état des lieux, on va dire, actuellement, des mouvements de masse qu'il y a pu y avoir en France, des collectifs asiatiques, on va dire, est-asiatiques en France. Donc c'est là aussi on voit la proximité malheureusement à la blanchité, le côté très conservateur et le fait que oui on va pas se solidariser quand on est dans ces mouvements-là, on va pas se solidariser avec les autres luttes par exemple de racisme islamophobe, d'islamophobie ou de la négrophobie qu'il y a pu y avoir et qu'il y a toujours. Par exemple des mouvements pour la Palestine ou tous ces mouvements-là en fait on va pas forcément se solidariser. Alors une des choses aussi qui peut faire ça c'est le fait qu'on n'arrive pas nous à s'organiser forcément entre nous. Ça c'est peut-être aussi l'intériorisation de la minorité modèle qui joue et c'est vrai qu'au niveau individuel on va pas forcément se dire allez je vais à cette manif etc. Et alors que s'il y avait vraiment un groupe qui porte la mobilisation ça donnerait plus envie de se bouger peut-être aussi et qu'il y ait vraiment un groupe politique on va dire asiatique qui se dit solidaire aussi et qui l'affirme publiquement solidaire de ces causes-là pour casser en quelque sorte aussi l'instrumentalisation du mythe et casser aussi quelque part cette position de privilégié, de blanc honoraire et faire en sorte vraiment de se solidariser avec les autres communautés racisées parce que faut savoir que là pour l'instant on tape sur les noirs, les musulmans, les roms mais on n'est pas à l'abri qu'un jour ce soit nous aussi dès qu'on sortira des cases. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de se solidariser avec ces communautés-là et pour elles, mais pour nous aussi quelque part. Et donc oui, l'organisation collective c'est hyper important, mais je pense qu'une des raisons aussi c'est l'idéologie libérale capitaliste qui fait que on est dans un individualisme tel que on a des stratégies individuelles et ça je comprends. L'échéance 2027, qui n'a pas peur de cette échéance, franchement. Hein, ça nous met dans un état assez anxieux quand même. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2 ans ? Enfin, c'est là aussi il faut se mobiliser. Et je sais que moi dans mon entourage j'ai beaucoup de personnes qui sont dans des stratégies individuelles. Bon qu'est-ce que je fais ? Je quitte la France, je trouve un autre travail ailleurs. Je les comprends et je les blâme pas parce que je les comprends totalement. C'est vraiment pas évident de se mobiliser, de créer des orgas, ça demande beaucoup d'énergie. Tu parlais de la tristesse, l'anxiété, la dépression, tout ça qui est là et qui n'est pas que individuel mais qui est systémique, c'est lié au système dans lequel on est. Donc faut pas avoir honte non plus d'être triste et de plus avoir cette joie révolutionnaire en nous. Mais après rien n'est perdu et l'idée c'est de réussir à construire ces organisations collectives et puis réussir à se solidariser pour faire front collectivement aussi face au fascisme et au racisme et voilà toutes ces oppressions qui nous guettent. Oui, je voulais poursuivre avec ce que tu disais, où je suis 100% d'accord. Et justement, c'est dans les idées qu'on pourrait avoir pour agir, parce que c'est un petit peu de ça aussi qu'il s'agit. En parlant de minorité modèle, je veux relever quand même le paradoxe d'inviter des personnes qui rentrent quand même vachement dans les cases de la minorité modèle. Mais je veux prendre ce paradoxe-là pour montrer pour rappeler aussi l'importance des récits de chaque voix. Et c'est pas forcément une stratégie individuelle que ça, hein. Je parle pas de voilà, moi je vais faire quoi dans mon coin, dire quoi dans mon coin, etc. Mais je trouve que le travail que vous faites, par exemple, avec vos recherches, vos essais, il est absolument crucial parce que le fait de raconter à partir de sa voix ce qui peut se passer, ça peut justement générer une forme de, pas juste d'émulation, mais de regroupement, de s'identifier ou pas, ou de reconnaître que ce récit-là existe aussi, alors qu'il n'a pas beaucoup de visibilité. Et
ça passe pas uniquement par quelque chose d'intellectuel, etc. C'est ça, c'est que là, nous, on est quand même plutôt un profil intellectuel à s'exprimer ici. Enfin voilà, il peut y avoir ce préjugé qu'il faut quelque chose d'intellectuel pour organiser des choses. Pas du tout. Tous les récits comptent. Et donc, que ce soit par la voie du dessin, que ce soit par la voie des réseaux sociaux, que ce soit par toutes ces voies-là, de créer des voies d'expression, parce que, comme on le disait, il y a beaucoup de silence autour de ces communautés-là, de ces luttes, beaucoup de silenciation, bien sûr, et que du coup, il faut sans doute œuvrer collectivement, même si ça part des individus tout d'abord, mais œuvrer collectivement pour continuer à délivrer des récits, quelle que soit leur forme, des récits corporels, des récits physiques, des récits verbalisés, non verbalisés, tout type de récits qui permettent de dire voilà, il se passe ça, ne pas se juger sur ces formes de récits, de ne pas se dire justement en tant que minorité modèle, si je ne le fais pas de manière légitime, du coup ça ne va pas trouver écho, ça ne va pas trouver sa place. Vous le voyez très bien que dès qu'il y a un récit qui sort en fait des clous, tout de suite ça attire l'attention parce qu'on se dit ah tiens, ça manquait. Et donc voilà, c'est peut-être un peu neuneux de dire ça comme ça au cucu, mais moi, je trouve que c'est important de dire voilà, si vous avez quelque chose à apporter de votre expérience, il faut déjà ouvrir la voie OIE, OIX, de la façon dont vous voulez, et c'est ça qui permet après de créer des dynamiques de groupe, qu'elles soient très locales ou qu'elles soient très très grandes, de créer de la solidarité, voilà, de petit à petit en fait, comme ça. Merci beaucoup. Du coup, je vais à nouveau me tourner vers vous, le public. Donc, vous aviez un peu brainstormé avec votre voisin vis-à-vis des actions qu'on pouvait mettre en place. Est-ce que quelqu'un veut partager, du coup, sa réflexion ou son action avec nous? Oh, vous êtes timide là aujourd'hui. Non, personne veut? Je choisis quelqu'un alors. On bosse de la salle de classe. Ouais, c'est clair. J'aurais une question par rapport à Joey. Oui, c'était par rapport à ton expérience. Comment c'est, enfin, je n'ai pas besoin de savoir dans le fond, hein, mais comment dirais-je, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois un peu plus pessimiste et pour aussi, comment dirais-je, voir, je l'ai interprété comme ça, hein, mais essayer de voir, nous, à notre échelle, et peut-être intra-communautaire déjà, de voir entre nous, et pour quelles raisons, du coup, cette réflexion-là? Je pense qu'au PAF, on a fait pas mal d'erreurs quand même, notamment le fait de s'ouvrir très largement, très vite. On avait un Discord très bien organisé d'ailleurs, on a d'ailleurs évoqué cette manière de faire qu'on a appelé constellaire pour sortir du terme inclusif, puisque le terme inclusif nous posait question, puisque même si on utilise beaucoup l'inclusivité, c'est qui inclut qui, donc ça implique toujours finalement une centralité, un espace central de pouvoir qui va inclure des éléments extérieurs. Donc il y a toujours un rapport un peu de pouvoir qui se joue dans l'inclusivité finalement. Et donc on a voulu mettre en place une organisation constellaire, donc c'est-à-dire d'avoir des petites cellules, des petits groupes comme ça en fonction de nos centres d'intérêt. Donc il y avait par exemple le PAF cuisine, où il y a eu des ateliers, etc. qui ont été faits, l'espace queer, LGBT, l'espace pour les parents, enfin les mères, etc. Enfin voilà, il y a eu plusieurs petits groupes, mais je pense que notre erreur, ça a été peut-être de s'ouvrir trop vite à trop de monde, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'était plus de 60 et que c'était toujours les mêmes qui faisaient les choses. Donc il y a aussi l'épuisement militant derrière qui doit être pris en compte, hein, que les charges doivent être distribuées et de manière équitable et que ce ne soit pas toujours les mêmes du coup qui portent cette charge-là. Et le niveau de politisation n'était pas le même. Par politisation, j'entends le fait d'être conscientisé de certains enjeux, notamment les rapports de pouvoir, le racisme intracommunautaire, les biais qu'on peut avoir, puisqu'on en a tous en fonction de notre position sociale, raciale, de genre, etc. On a tous des biais. Donc de ne pas avoir forcément conscientisé tout ça.
Et ce qui nous a manqué peut-être, c'est des formations en interne, mais pour ça, il aurait fallu peut-être d'abord commencer par un petit groupe et s'ouvrir progressivement, puisque ce qui fait que dans le Discord, après, il y a eu des histoires de racisme, etc., enfin, des agressions qui se sont produites et qui n'ont pas été traitées comme il fallait, on va dire. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pas totalement, non. C'était du coup... Du coup, c'est à cause de ça que ça a flop, entre guillemets. Enfin, flop. Enfin, oui, ça a pas pris, oui, et entre autres. Oui, il y a eu beaucoup, il y a eu ça, le fait de ne pas avoir su gérer les problèmes internes, de racisme interne, etc. L'épuisement militant de certaines membres, puisque c'est elles qui prenaient tout en charge, et que c'est elles, comme elles prenaient en charge, qui se sont pris le plus aussi. On s'est beaucoup plus attaqué à elles, et franchement, ça a été compliqué pour ça. Et donc oui, tout à l'heure je parlais de mon pessimisme et plutôt de se tourner vers une organisation en autonomie, parce que je pense qu'il y a eu tellement d'attentes de la part des personnes qui nous ont rejoints, puisque pour avoir aussi rapidement plus d'une 60aine de personnes, c'est qu'il y avait vraiment de l'attente, ce qui est bien, parce qu'on s'est dit, bon ben voilà, c'est que ça manque en fait, il n'y avait pas ce type d'organisation-là et qu'il fallait le mettre en place. Mais en fait, avec les attentes, il y a aussi beaucoup, parce qu'on vient tous et toutes avec nos traumas, etc. Donc c'est aussi difficile, et c'était pas forcément un espace de copinage. Nous, ce qu'on voulait, c'était aussi un groupe militant. Donc il y a aussi ces choses-là à prendre en compte. Oui, certes, on se fait des amis dans le milieu militant, mais le but, c'est aussi de mener des actions politiques, publiques. Et c'est pas le but premier, c'est pas forcément de se faire des potes. Et je pense que des fois, quand il y a des liens affectifs qui se jouent, même si c'est important, ça peut aussi, c'est là où l'équilibre il est compliqué. Faut pas que les liens affectifs prennent le dessus sur la critique, mais constructive. Hein. Et le fait de se remettre en cause dans s'il y a des rapports de pouvoir entre membres du collectif, etc. Il faut réussir à le dire en fait, il faut réussir à parler, parce que sinon on reproduit à nouveau ces rapports-là de domination, etc. Ouais. Et donc quand je parle de l'autonomie, c'est pour ça que je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes. C'est intéressant, je pense, d'abord de commencer en groupe autonome autour de ce qui nous impacte le plus entre personnes concernées, et ensuite après s'allier sur des événements, sur des luttes, etc. avec d'autres orgas, quoi. Refaire l'organisation constellaire, mais pas à l'échelle d'un collectif, mais plutôt à l'échelle... Ouais. Ok, donc personne ne veut poser une question. Si. Du coup, on a un peu discuté des possibilités de mobilisation. Il y a eu plusieurs plans qui sont ressortis, notamment le fait que les communautés ne sont pas au courant des problématiques qu'il y a dans d'autres communautés. Et notamment parce que des fois, ça peut être dû à un manque de prise de position. Par exemple, vous parlez des instances qui représenteraient par exemple les Chinois en France, qui ne vont pas prendre position pour, je sais pas moi, par exemple les violences policières ou la Palestine, etc. Et on s'est dit peut-être donc déjà une prise de position d'instances auxquelles on pourrait s'identifier sur des problématiques d'autres communautés. On a aussi un peu réfléchi à peut-être faire des événements en commun, justement pour que on puisse trouver des éléments qui seraient en lien, ou par exemple faire référence à l'histoire un peu coloniale de la France et voir comment par exemple les communautés vietnamiennes et algériennes par exemple auraient des liens en termes de soit mobilisation ou en termes même d'oppression en fait vis-à-vis de l'histoire française. Voilà un peu ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde plus soit tout ce que tu viens de dire. Et donc du coup c'est super intéressant parce que du coup ça pose aussi la question de comment on peut être un bon allié sans s'approprier le combat des autres. Donc est-ce que vous avez des pistes vis-à-vis de ça? Comment faudrait-il faire?
Comme tu l'as dit, dénoncer publiquement, se positionner publiquement et se taire. Enfin, pas prendre la place. Enfin, tu vois. Non, mais. Ne pas parler à la place de ce que je voulais dire, vraiment. Parce que les espaces de parole sont des espaces de pouvoir, et en effet, quand on prend encore la parole à la place d'eux, on fait de l'ingérence. Et donc, ça aussi, il faut apprendre à se taire et à ne pas parler des causes qui ne nous regardent pas, mais prendre position. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez là, sur le fait de pourquoi il y a des organisations publiques, par exemple, de personnes asiatiques qui ne prennent pas position clairement contre d'autres par rapport à des luttes, comme tu dis, les violences policières, etc. Moi, je pense que c'est lié à des subventions aussi publiques, tu vois, et c'est lié, le fait que c'est encore la minorité modèle, encore là pour le coup au niveau de politique publique et tout, que si tu es subventionné, tu vas te taire, quoi, parce que tu as peur de perdre aussi les subventions, et parce que aussi voilà, tu veux pas être déclassé. Tu veux pas être déclassé, tu veux pas perdre tes privilèges. Pour toi, tu es dans une situation confortable, on va dire, avec cette blanchité honoraire, et du coup, tu veux pas perdre cette position, tu vois, en te rapprochant justement des autres communautés qui sont stigmatisées. Merci beaucoup. Est-ce que... Bonjour. Est-ce que vous avez déjà pensé à un groupe de parole entre asiatiques sur les expériences de chacun? J'ai l'impression que chez Génération Panasiatique, on le fait inconsciemment. Mais c'est vrai que c'est pas formalisé. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, en tout cas sur les autres communautés et aussi sur les nôtres. Donc, mais peut-être qu'il faudrait le formaliser. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui, alors c'est pas directement en lien avec les groupes de parole, mais c'est vrai que c'est toujours important de pouvoir dire les choses entre gens qui sont dans un safe space, quoi. Mais je voulais juste rebondir sur qu'est-ce que c'est être un bon allié et ce que vous disiez comme proposition. On peut aussi essayer de... Enfin, quand j'entends bon allié, évidemment, je pense à toutes les réflexions féministes, de se demander comment les hommes peuvent être des bons alliés pour les femmes, etc. Dans ce genre de liste, on peut prendre ce qu'on attend des hommes là-dedans pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses en commun. Je pense par exemple au fait de s'éduquer sur les problématiques des autres communautés, parce que ça peut être une charge mentale en fait de demander toujours aux autres communautés de nous informer, de nous dire les choses, parce qu'en réalité les infos on les trouve. Donc si on est capable de s'informer sur nos communautés, on est capable aussi d'aller cliquer sur le lien et d'aller lire l'article en fond, d'aller ensuite s'éduquer. Donc après, bon, c'est sûr qu'on n'a pas 1000 ans de la vie pour tout lire, mais en tout cas, ça peut être une piste. Et c'est pour ça que je trouvais cette idée aussi de pourquoi pas imaginer des espaces comme ça où on pourrait amener son livre et les lire et puis se dire voilà qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, comme il peut y avoir des séminaires mais dans un truc beaucoup plus chill, se dire voilà j'ai lu ça, on est deux à l'avoir lu, qu'est-ce que tu as compris, et ne serait-ce que ça, parce que ça veut dire aussi que quand on est déjà informé plus ou moins sur un sujet, quand on le voit émerger dans l'espace public, on va tout de suite être plus attiré et dire ah oui tiens ça c'est intéressant, et du coup on va développer un intérêt pour ça. Donc ne pas prendre la place, ne pas parler à la place des autres, ça ne veut pas dire attendre d'eux qui nous éduquent systématiquement là-dessus, évidemment. Merci. Oui, du coup, moi je voulais revenir sur le point de l'hétérogénéité des communautés asiatiques, et comme quoi les mythes de la minorité modèle, elle peut nous impacter différemment selon notre statut social, notre classe sociale, ou selon notre origine, c'est-à-dire sud-est asiatique ou sud-asiatique. Je voulais vous demander si vous auriez d'autres idées par rapport à d'autres intersections qu'on pourrait trouver. Par exemple, je sais pas moi, comment est-ce que ce mythe pourrait éventuellement impacter les hommes et les femmes de manière différente? Oui, c'est marrant. Je voulais en parler à la fin plutôt, mais pas au moment, merci pour la question. En fait, la minorité modèle, elle peut être aussi en lien avec une certaine fétichisation chez les femmes asiatiquetées.
C'est une professeure de philosophie à Yale qui en parle, Robin Zeng, qui parle de minorité modèle sexuelle. Parce qu'en fait, en quelque sorte, dans cette fétichisation qui est une objectification finalement de la femme asiatique, il y a cette idée que ce serait une femme docile, qui est très proche, qui est très valeur famille, qui fait la cuisine, ce genre de choses, quoi, très traditionnelle en quelque sorte. Donc il y a cette connotation en quelque sorte sexuelle dans la fétichisation des femmes asiatiques. Et puis je pense aussi qu'après, aux questions, si on intègre la question du genre aussi, moi j'ai l'impression que, et ça encore c'est lié à l'histoire coloniale, que les hommes asiatiques, avec l'histoire coloniale justement, parce qu'il y a des témoignages là-dessus, il y a des écrits, des cartes postales de colons notamment quand ils allaient en ce qu'ils appelaient autrefois l'Indochine, n'arrivaient pas à différencier les hommes des femmes. Et du coup, je pense qu'il y a eu un processus aussi de dévirilisation des hommes asiatiques qui fait que, et j'ai l'impression que ça ressort d'autant plus maintenant avec tout ce qui est K-pop, etc., cette fétichisation des hommes, d'un certain type d'hommes, asiatiques, pas tous, mais ce sont moins des menaces en fait. Ils sont moins vus comme des menaces que des hommes noirs par exemple. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être... alors je sais pas, là, c'est juste des suppositions, mais je sors un peu de la minorité modèle, en tout cas dans cette catégorie-là, par rapport aux hommes. Mais bon, il y a là encore, je pense qu'on revient aussi sur le fait d'être plus ou moins, d'avoir une peau plus ou moins mélaninée en fait, et du fait qu'on sort ou pas de cette case de minorité modèle. Est-ce qu'on est bien intégré entre guillemets? Est-ce qu'on va pas faire de vagues? Est-ce qu'on va pas être une menace en fait? C'est ça toujours l'idée qu'il y a derrière en fait. Je sais pas si j'ai répondu. Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Du coup, je voulais savoir si le fait que tu aies été adoptée, ça change ton point de vue par rapport à tes deux consoeurs. Parce que moi, j'ai senti une différence dans le discours. Mais je voulais savoir si tu l'avais ressenti aussi et si c'était lié à ça. C'est quoi la différence que tu as ressentie? Peut-être plus consciente de certains enjeux de colonisation, de domination, de la nécessité que tout le monde se rassemble autour de cette même cause. Donc, je ne sais pas si c'est mon interprétation. Je sais pas. C'est sûr qu'après, en tant qu'adoptée, j'ai un parcours particulier par rapport à Yann et Souba, mais du coup, moi j'ai plus l'impression d'être, de pas avoir eu ce lien familial qui fait que, avec ma culture, qui fait que par rapport à la minorité modèle, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours une part de réalité. Peut-être que la part de réalité, elle vient de la culture familiale, la culture asiatique, tu vois, du fait de ne pas parler de certains problèmes. On met les problèmes sous le tapis, on évite, tu vois, parce qu'il y a cette notion de honte. À parler par exemple de maltraitance intrafamiliale, ce genre de choses. Et comme moi je ne l'ai pas vécu, en étant élevée par une famille blanche, j'avais l'impression peut-être de moins avoir été impactée que vous par la culture familiale asiatique en fait. Puis en termes de privilèges, du coup tu as le privilège, ce que tu dis, de asiaticité, et aussi d'avoir été élevée par une famille de blanches qui permet d'avoir accès à ça. Ah bien sûr. Oui, au niveau des capitaux que j'ai pu avoir, oui, bien sûr, élevés par des blancs. Je parlais de la blanchité honoraire, clairement, en tant qu'adoptée, oui, on a accès à des espaces blancs beaucoup plus que d'autres personnes racisées, oui. Avant de conclure, peut-être qu'on va laisser nos intervenantes nous donner un dernier mot ou une dernière chose que vous voulez partager avec notre public. Moi, ce que je voulais partager, je l'ai dit tout à l'heure, mais... Des choses qui arrivent, oui,
Le compte Instagram, il est écrit là, c'est Le Monde de Soubi, donc moi, je raconte, enfin, je fais de la BD et de la peinture, et dans la BD, je raconte un peu ma vie de manière humoristique, et je croise plein de thèmes. Mais c'est pas un hasard si j'ai dit tout à l'heure que tous les récits comptent, c'est aussi que bon, moi, mon travail, c'est de faire de la philosophie, travailler beaucoup avec la langue, etc. Mais le dessin, je pense que je l'ai choisi aussi comme une autre passion parce que c'est bête, mais ma mère, elle ne lit pas très bien le français, alors que les dessins, elle les comprend beaucoup plus facilement. Donc, du coup, ça me permet de parler de plein de choses que je peux lui montrer, et avec les émotions que je dessine, etc., elle arrive à comprendre. Donc, moi, ça me fait aussi un lien qui est différent avec elle, et elle se rend compte de certaines choses qu'on peut vivre et qui ne sont pas toujours facilement communicables, et c'est pour ça que j'insiste sur la question du récit. C'est Ricoeur qui insiste beaucoup là-dessus. Chaque voix compte, chaque récit compte absolument. C'est ce qui permet le récit collectif. En fait, on a l'impression qu'on parle tout seul, mais pas du tout. Et la preuve, on est là, plein d'individus en fait à faire communauté. Donc voilà, c'était surtout d'insister sur l'importance en fait de la multitude de récits pour que on puisse casser justement cette homogénéité, et pour que les subtilités de tout ça, de toutes ces problématiques apparaissent, et qu'on puisse avoir chacun de la place, et du coup tous ensemble de la place. Alors, moi, comme c'est écrit, je suis l'autrice d'un essai, Adoption internationale, mythes et réalités, dans lesquels j'analyse et je déconstruis les mythes autour de l'adoption. J'en ai 7 en tout, par exemple le mythe de l'orphelin, le mythe de l'acte antiraciste, le mythe de l'abandon, parce que c'est pas forcément un abandon, l'adoption c'est une séparation, il y a tout un processus où des acteurs comme les organismes d'adoption jouent dans ce processus de séparation définitive. J'analyse aussi les rapports coloniaux qu'il y a à travers l'adoption internationale, les rapports nord-sud notamment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous invite vous pouvez vous procurer soit sur le maison d'édition Anacaona ou dans toutes les librairies parce qu'il est paru depuis 2021. Sinon j'ai un compte Instagram, le nom est un peu claqué, c'est KimGun59. Désolée, j'ai toujours pas changé, mais bon voilà, je vais pas rentrer sur pourquoi KimGun, pourquoi 59. J'étais du Nord, donc 59 ça va. Mais je suis pas très active sur les réseaux parce que j'ai eu un peu cet épuisement militant, etc. Donc je poste de temps en temps, mais vraiment rarement, mais je le vois surtout comme un compte où j'archive. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, il y a des posts, des extraits d'articles, oui, parce que j'ai aussi un blog qui s'appelle Voix débridée, où j'ai des articles aussi d'analyse. Sur le compte, vous pourrez trouver aussi des posts sur certains concepts que j'évoque aussi dans mon essai, l'adoptéphobie, ce genre de choses. Voilà, merci. Moi, je ne vais pas partager mon compte Instagram parce que c'était un compte privé où je postais les vacances, les photos de mes vacances. Mais je me dis, en fait, je suis amenée au sujet de l'antiracisme un peu par hasard parce que je suis née à Taïwan et j'ai commencé mon anglais par le mouvement sans papier. Et du coup, même dans mon approche par rapport aux violences racistes, il y a toujours aussi un questionnement, essayer de l'analyser aussi par l'inégalité sociale, économique, etc. Donc je pense que ça reste encore un facteur très important à prendre en compte aussi, y compris dans l'appréhension de la hiérarchie inégalité raciale. Et deuxième question, c'est... Et du coup, effectivement, quand j'ai publié mon livre en 2021, je n'avais pas imaginé que la question de minorité modèle sera pas devenue aussi importante aussi dans le discours antiraciste aujourd'hui, surtout pour nous, pour les Asiatiques. Et donc, bien sûr, effectivement, c'est important. Et donc, je voulais juste terminer pour dire que oui, là, cet espace
ambigu qu'on occupe dans le spectre de l'inégalité ethno-raciale. Justement, peut-être c'est justement ça, c'est cet espace ambigu, cette position entre guillemets au milieu qui rend la résistance multiforme, difficile, qui nous parfois un peu occulter le focus pour connaître la source de domination. Mais donc à partir de ça, donc j'espère que après le talk, j'espère que le talk a été utile et que ça pourrait du coup nous amener à tendre plus la main sur les autres populations, d'autres communautés, mais surtout de mieux informer aussi, parce que déjà aujourd'hui à cette époque avec beaucoup de désinformation, en fait, c'est déjà très important de rester curieuse, aller chercher des informations et de transmettre des informations importantes, pertinentes aussi. Et pour tout ce que j'ai cité dans mon intervention au début, du coup, vous pouvez facilement accéder aux données des enquêtes Théo, dans ces trajectoires et d'origine, dont il y a volume 1, volume 2, donc sur le site INED, l'Institut national d'études démographiques, dont il y a beaucoup de publications, y compris des publications qui sont très très courtes, des publications de 4 pages. Donc je vais essayer d'envoyer un peu de sources pour la génération panasiatique pour faire ma responsabilité d'informer. Merci. Conclure. Nous, avec Génération Panasiatique, ce qu'on aimerait insuffler comme idée, c'est que en fait, les communautés asiatiques ont une place à jouer en fait, dans les questions de justice sociale. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a initié ce cycle de conférences. Donc, le but, on est vraiment très heureux de vous voir, c'est de réunir et de pouvoir échanger. Donc voilà, on a hâte de vous voir à la prochaine conférence, du coup. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions du coup aux intervenantes. Venez nous voir aussi. Vous pouvez scanner ce petit QR code pour suivre l'aventure avec nous. Donc n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup à tous du coup d'être venus. Merci à toute l'équipe Génération Panasiatique qui a préparé l'event. Merci à Safa pour le lieu. Du coup, il va y avoir le bar à nous qui propose des snacks et des boissons qui sont véganes et bio, donc profitez. Et voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup.